Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là, très très nombreux, pour assister à cette rencontre, ce dialogue entre Colm Tóibín et Colson Whitehead sur le thème New York, New York, thème glamour, s'il en est. Je remercie d'avance Grace Colston, qui sera l'interprète de Colm Tóibín, et Michel Sitowski, qui sera l'interprète de Colson Whitehead. Je présente, mais vraiment très vite, Colm Tóibín et Colson Whitehead. Je pense que si vous êtes aussi nombreux, c'est parce que vous les connaissez et que vous les lisez. Colm Tóibín, vous êtes né en Irlande, vous êtes un écrivain irlandais. Vous êtes aussi un écrivain et un homme cosmopolite, vous avez beaucoup voyagé, et vous avez beaucoup écrit aussi des livres qui n'étaient pas centrés sur l'Irlande, même si votre ville natale, Enniscorthy, il va en être forcément question, puisque nous allons parler plus particulièrement dans cette rencontre de deux livres qui mettent en scène le personnage d'Ailis Lacey, qui est donc cette jeune femme qu'on a rencontrée en 2009 lorsqu'elle est parue Brooklyn. C'était donc le premier roman où on a fait sa connaissance et qu'on a retrouvé cette année dans Long Island, qui est un peu un prolongement, une suite de ce roman. Vous, Colson Whitehead, vous êtes le régional de cette rencontre, vous êtes new-yorkais, vous êtes né à New York, et New York est plus que le décor, mais déjà le décor d'un certain nombre de vos romans, à commencer par le premier, L'intuitionniste, un New York fantasmé, un New York rêvé. On va en reparler aussi de cette question du réalisme ou du fantasme. Et tout récemment, vos deux derniers livres sont revenus à New York, où nombre d'autres de vos romans ont pris place. Ces deux derniers livres, ce sont les deux premiers volets d'une trilogie new-yorkaise, une trilogie sur Harlem précisément. Le premier volume, c'est l'inverse. Le premier volume, Harlem Shuffle, a été traduit l'an dernier, et aujourd'hui on peut lire La règle du crime, second volet, donc d'une trilogie romanesque centrée sur le personnage de Ray Carney, un homme dont on va parler aussi. Peut-être que je vais commencer par vous, Colson, puisque New York c'est votre ville. Comme je le disais, vous avez déjà beaucoup écrit sur elle. Vous avez aussi fait ce livre qui est pas romanesque, qui est un portrait en 13 tableaux de New York, qui s'appelle Le Colosse de New York, où vous écrivez, vous commencez le livre en disant « né à New York, c'est-à-dire perdu pour le reste du monde ». Qu'est-ce que ça signifie, cette introduction, né à New York et perdu pour le reste du monde? Well, if I could live somewhere else, I would. So that's what it means. The same way that if I could do another job besides being a writer, I would. But I'm not really equipped for anything. So I'm sort of stuck in the city. I'm stuck being a writer. And it worked out because I draw so much inspiration from the city. I keep setting my books there. And I keep discovering different ways to talk about how much I love my town and how much I hate it. Ben, si je pouvais vivre ailleurs, je le ferais. Et si je pouvais avoir un autre emploi que celui d'écrivain, je le ferais aussi. Et il se trouve que je suis coincé dans les deux, New York et le métier d'écrivain. Et puis c'est ma source d'inspiration. Et puis je découvre les diverses facettes de ce livre. Et je les décris. Vous n'êtes pas si coincé quand même. Vous avez aussi écrit des romans qui, notamment les romans qui ont précédé les deux premiers volets de cette trilogie, vous ont emmené loin de New York. Vous avez dit que vous avez eu plaisir à y revenir, mais vous pouvez sortir de New York. Yeah, I mean, I am capable of writing about other things, but it gives me great pleasure to
walk the streets of my town and imagine different stories, look up at different windows and imagine who lives there and how they got there and then where I'm going. So the other night we had an event and I was asked why I keep writing about New York, and I think it's because I have not gotten it right yet. If I get it right, finally, I can just shut up about it. En fait, oui, je suis capable d'aller dans divers endroits et d'écrire sur autre chose, mais je le fais essentiellement par plaisir. Et en fait, je découvre des histoires, j'invente des histoires, je me balade dans les rues, je regarde les fenêtres et je tente d'imaginer ce qui se passe derrière et je me pose des questions sur l'endroit où je vais. Et pourquoi New York ? Je continue à écrire sur New York parce que je crois que je ne l'ai pas complètement saisi. Et une fois que j'aurai bien compris, que je l'aurai bien saisi, je pourrai me la boucler. Vous n'avez pas saisi la ville, vous n'avez pas saisi le fonctionnement, vous n'avez pas saisi l'essence. Qu'est-ce que vous n'avez pas saisi de New York? No, I'm always discovering new things. And, Crook Manifesto, the second book of the Harlem trilogy, takes place in the 1970s. And I was very little. I had a very childish idea of what the city was like at that time. But doing research and imagining my characters in a situation where the city is bankrupt and crime is at an all-time high, I was forced to think about my hometown in a different way. Think about it from someone who had to fight the daily battle in the streets. Non, il y a toujours des choses à découvrir au sujet de New York. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'avais une idée naïve au sujet de ma ville, et puis je pensais que écrire des choses comme la ville, elle est en faillite, c'était des choses auxquelles je ne pensais pas, et maintenant j'y suis complètement. Et donc il faut penser les choses différemment, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. But the city doesn't change that much. I was writing it during the pandemic at a time when the city was also under siege. So I could, even though I was not there in the 70s, I could channel my own fear and anxiety of 2020 New York to animate 1970s New York. En fait, j'ai écrit aussi pendant la période de la pandémie, de la Covid, et quand la ville était en état de siège quasiment. Donc, moi, j'y étais pas dans les années 70, j'y étais pas né. Mais, donc, je peux faire passer ma peur et mes anxiétés de l'an 2020 et les faire passer dans les années 70 de cette manière. Comme Toybin, est-ce que vous vous souvenez de votre première fois à New York, vous-même, votre première fois à New York, et après on parlera peut-être de l'expérience que fait votre héroïne de New York. I suppose it's more than 20 years ago, when I was really settling in New York for a while, I joined a choir in the Catholic Church on the Upper West Side. So I would go for choir practice. And I realized that all the plaques, everything in the church was Irish names. But there were no Irish people there. And there were no Irish people in the choir, nor in the congregation. And one evening we went into the presbytery to do some rehearsal. And I said to the priest, first of all, there was a smell in the presbytery, which is an unmistakable Irish smell, I thought, which is the smell of boiled cabbage. But there was no one Irish I could see, so I said to the priest, who was Hispanic, where did the Irish go? And with his hand like that, he said, oh, they went out to Long Island. And so the idea of that the Irish constantly moved, the Irish constantly adapted to new circumstances, and that was topographical, geographical, the move of the Irish from places in Manhattan to places in Queens, and then further out all the time. And that was that moment when he said, oh, the Irish, as though, like they went out to Long Island, as though it was an en masse sort of exodus of the Irish from that church and that smell of cabbage. Il y a plus de 20 ans maintenant, j'étais en train de m'établir à New York et j'habitais le Upper West Side.
Et j'ai commencé à fréquenter une église où il y avait un chœur, donc je participais au chœur de l'église. Et je voyais que dans cette église, il y avait beaucoup de noms sur les murs qui étaient des noms qui rappelaient l'Irlande. Mais par contre, il n'y avait aucune personne irlandaise dans la congrégation, ni dans le chœur. Alors un soir, j'étais au presbytère et tout d'un coup, j'ai senti une odeur qui me rappelait l'Irlande. C'était l'odeur du chou qui est en train de bouillir. Mais il n'y avait toujours pas d'Irlandais. Alors j'ai demandé au curé, qui lui était hispanophone, où sont les Irlandais? Et il m'a dit, mais les Irlandais sont partis vers Long Island. Et cette idée, c'était assez fou. J'avais l'image en tête des Irlandais qui partaient en masse, qui quittaient Manhattan en masse, pour aller d'abord vers Queens, et ensuite toujours de plus en plus loin, comme une exode. Et je pense que le peuple irlandais, quelque part, est toujours en train de fuir cette odeur du chou bouilli. Votre héroïne, Ailis, Lacey, quand elle arrive à New York, effectivement, on a l'impression que ce thème de l'immigration, c'est un thème de la culture irlandaise, de la civilisation presque irlandaise. Yeah, really since the 1840s, every family in Ireland has lost, in every generation, has lost, I mean I use the word lost, somebody to emigration, and sometimes many people. But when somebody went to America, until recent years, they often never came home. So you had a daughter, for example, age 20, and you realize this is the last time I will see her. And so that drama of emigration was really an enormous one from the Irish side. And my job in the novel was to keep this story intimate. You know, instead of the sweeping millions who went to America, instead of the figures, you know, who built the bridges and built the tunnels, instead of Tammany Hall, instead of the Democrats, instead of the Kennedys, to keep this down to one story. To imagine, to lie in bed really, which is lovely, and imagine that my aunt, Harriet, had gone to America when she was 20. She didn't go anywhere. She stayed in the town. Just imagining, if she went to America, where would she live? Where would she go? And so the job was to try and keep the story small, to see if I could get more energy from a small story than I'm trying to do. I suppose, you know, the business of, say, a group of men going and all becoming cops, which was a very tempting story, you know, to write about Irish cops in New York. But I wrote a small story. Oui, effectivement, depuis les années 1840, chaque famille, chaque génération a perdu des membres de sa famille à l'immigration. Et je dis bien perdu, parce que souvent les personnes qui partaient aux États-Unis ne revenaient pas. Donc si vous aviez une fille de 20 ans qui partait vivre en Amérique, vous pouviez vous dire, mais je ne la verrai plus, c'est la dernière fois que je la vois. Et dans mon travail, j'ai essayé de voir ce drame irlandais d'un point de vue très précis et d'un point de vue intime, de faire de l'histoire intime, plutôt que de parler des millions d'immigrés irlandais qui sont partis aux États-Unis, plutôt que de parler de Tammany Hall, plutôt que de parler du Parti démocrate et de la famille Kennedy, de parler, enfin d'imaginer comme si j'étais au fond de mon lit et je pensais à ma tante Harriet, et je me disais, si à 22 ans elle était partie aux États-Unis, où est-ce qu'elle aurait atterri? Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Donc, dans ce sens-là, j'ai essayé d'imaginer l'histoire d'un point de vue intime et individuel, plutôt que de penser, par exemple, j'aurais pu écrire sur les nombreux Irlandais qui sont partis aux États-Unis pour travailler à la police. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est pas celle que j'ai choisi d'écrire. Et si on reprend Brooklyn et l'arrivée de votre personnage qui quitte donc l'Irlande à une vingtaine d'années, elle arrive à New York. On est très loin en fait de toute la mythologie new-yorkaise. Elle arrive à Brooklyn, il y a très peu de descriptions. On la voit aller à Manhattan et quand elle arrive à Manhattan, finalement elle trouve que ça ressemble énormément à Brooklyn, sauf qu'il fait plus froid. Elle s'extasie pas devant la hauteur des immeubles, etc. Enfin, toute cette mythologie, elle n'existe pas dans l'expérience que vous confiez à votre héroïne. Yeah, it was absolutely vital for me that image we have of Manhattan, the skyline, the skyscrapers, the glamour, the city that never sleeps,
to take all that out of the book, just remove it, that she goes to Brooklyn, that's where she stays. She doesn't, when she crosses the city at one point, if she turns right, she sees the skyscrapers, but she turns left. So that she actually lives basically what I wanted was her to live in domestic space, was her to live in a room. I think if she'd been a young man, she would have joined sports organizations, would have gone to bars, but because she's a woman and it's the 1950s, it's her room that matters. But I was also just thinking, there's too much about the glamour, there's too much of that skyscraper city that doesn't sleep. That for a lot of people who come to the city looking for work, even still, that glamour is not there. And I didn't want to add to that idea that this is a place of pure glamour, pure opportunity, pure excitement. That I thought if I brought that down, even to zero at times, that I might get closer to a kind of drama. A drama where in the later book, in Long Island, someone says to her in Ireland, but of course in America you have such beautiful hotels. And she doesn't want to say, I've never stayed, I'm poor in America, how would I stay in a hotel? So there's that image of America, especially in Ireland, that it was a place of pure opportunity, pure excitement, and pure glamour. And I wanted to because I didn't see how I could get any drama from that. Oui, pour moi, c'était vital que de contrer cette image de Manhattan avec ses gratte-ciel, la ville qui ne dort jamais. Et je voulais enlever cette image-là pour en trouver une autre, plus intime. Donc effectivement, elle va à Brooklyn et elle vit à Brooklyn, elle traverse la ville. Et si elle regarde à droite, elle va voir les gratte-ciel, mais elle regarde à gauche et elle ne les voit pas. Elle, son univers, c'est sa chambre, c'est ça qui est son espace vital. Si elle avait été un homme, peut-être qu'elle aurait participé à une équipe sportive, peut-être qu'elle fréquenterait des bars, mais ce n'est pas le cas. Dans les années 50, une femme immigrée, son univers, c'est sa chambre, c'est sa pension où elle habite. Et je pense que souvent, quand on pense à Manhattan, on pense à une ville très glamour, comme je disais, qui ne dort pas, avec ses gratte-ciel. Mais les personnes qui vont à New York pour chercher du travail, c'est pas comme ça qu'ils vivent la ville, c'est pas ça qu'ils voient. C'est pas glamour de chercher du boulot à Manhattan. Il n'y a pas tant d'opportunités que ça et c'est pas une excitation permanente. Je voulais réduire ces idées pour trouver quelque chose de plus intime qui permet au drame de naître et d'avoir lieu. Et par exemple, dans Long Island, il y a quelqu'un qui parle à Eilish et qui lui dit « Ah, les États-Unis, New York, c'est formidable, il y a des hôtels magnifiques. » Mais elle, dans sa tête, elle doit se dire « Mais moi, je suis pauvre, je ne vais pas à l'hôtel, je ne peux pas connaître l'hôtel à Manhattan. » Donc effectivement, je voulais mettre de côté cet aspect excitation, opportunité, glamour et cibler le drame de l'individu. Est-ce que ça vous parle, ça, Colson Whitehead, même si vous venez de l'intérieur, néanmoins, effectivement, la ville que vous dépeignez dans votre trilogie, dont on a lu pour le moment 2 volumes, est assez loin aussi des clichés qu'on peut se faire sur New York. Yeah, I'm told New York is very glamorous. I'm told there are museums, there's an opera house, there's ballet. I'm just in my house, writing my little books, drinking some wine, watching some TV, frankly. Ouais, j'entends beaucoup parler de New York, le glamour, les musées, les trucs, les machins. Mais moi, je suis chez moi, je regarde la télé, je bois mon verre de vin. And also, I'm writing about criminals. And so there's 1 or 2 characters who are law-abiding, straight folks. Everyone else is crooked and bent. So that means they're not engaged in normal people things, like going to the opera. It's not like Lenny the Weasel is saying to his friends, let's knock over a bank on Tuesday. And his friend's like, no, I can't. I have tickets to the Metropolitan Opera. It's Bolero or something. Let's reschedule. Non, en fait, moi j'ai décrit plutôt des gens qui sont des criminels, et puis il y en a très très peu qui sont des gens tout à fait normaux. En fait, ce que je raconte, c'est que je raconte la vie de Lenny, la petite frappe,
Et Lenny la petite frappe, on ne le voit pas très bien raconter à ses copains, bon bah écoutez, normalement mardi on va se faire une banque. Et puis l'autre il fait, ah bah non, mardi j'ai des tickets pour l'opéra, il vaut mieux remettre à une autre fois. Non, c'est pas tout à fait ça. Comment avez-vous procédé, puisque vous recréez véritablement dans ces deux romans autour de votre personnage principal, le Harlem des années 60, 70 maintenant. Comment avez-vous procédé? Il y a une sorte de description qui est un peu à l'inverse de celle avec ces livres Colm Tóibín. Vous, c'est une description presque hyper réaliste qui fourmille de détails extrêmement concrets et extrêmement référencés. Yeah, I think you picked the right tool for the job. My first book, The Intuitionist, takes place in New York, in an allegorical New York, an alternative New York, and that's appropriate to that book. Zone 1, my zombie apocalypse New York, is ruined, it's destroyed. Fantastic in that there are living dead creatures walking around. And this one, I wanted to be realistic. I wanted to get it right. Oui, je choisis de choisir le bon outil. Dans un autre de mes romans, on va plus dans l'allégorie. Dans le roman qui s'appelait Zone 1, Zone 1, c'est un roman de zombies. Et là, c'était New York peuplé de morts-vivants, c'était quelque chose de très apocalyptique. Là, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus réaliste. And that means, doing the legwork. The internet is an incredible thing. The more research I can do at home, the happier I am, because when you leave the house, there's so many people outside, and if I can avoid people, I'm usually very happy. On YouTube, there are people who have uploaded their grandparents' Super 8 films of walking down Harlem, and it's maybe a 10-minute video, but in the window it says pork chop sandwiches, 25 cents, chicken legs, 5 cents, and I'm stealing all these little details from advertisements in newspapers, YouTube videos, old furniture catalogs to furnish my version. Ouais, bon, le boulot, c'est pédibus cum jambis, comme on dit en bon français. C'est-à-dire qu'il faut se balader dans New York pour voir les détails. Il y a aussi l'Internet, qui est un merveilleux outil. Par exemple, moi, chaque fois que je sors de la maison, je rencontre, il y a des gens. Il y a beaucoup de gens dans les rues. Et franchement, ça me gave un peu. Donc je préfère regarder ce qui se passe sur YouTube, parce que sur YouTube, il y a des tas de gens qui ont transféré leur le vieux Super 8, les films que leurs parents et leurs grands-parents avaient fait au sujet de Harlem. Et on voit des gens qui se baladent dans Harlem. Et ce qu'on voit finalement, c'est pas seulement les gens qui se baladent, mais c'est aussi les devantures des magasins. Et on voit, tiens, il y a à vendre des cuisses de poulet 5 centimes, un sandwich 12 centimes. Et je ramasse énormément d'informations détaillées. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et en fait, il y a aussi beaucoup de pubs qui sont sur YouTube. Et entre autres, il y a aussi des catalogues avec des meubles et tous les meubles de l'époque. Et ces meubles, je les prends pour meubler mon roman. And then I'm discussing first-person narratives, and so first-person sources. So memoirs of gangsters and petty criminals like William Burroughs. Before he wrote Naked Lunch, he was a junkie and hustler on the streets of New York. So his memoir of that time is full of this rich underground slang and tiny petty crimes. And so I'm stealing all this language for my version. Oui, puis j'utilise aussi beaucoup de matériel à la première personne, c'est-à-dire des mémoires, des souvenirs de voyous. William Burroughs, avant de faire The Naked Lunch, le déjeuner nu, c'était un petit escroc qui se baladait dans les rues de New York avant qu'il devienne célèbre en tant qu'écrivain. Donc moi j'emprunte beaucoup à ces gens-là pour remettre leurs propos dans la bouche de mes héros. Votre parti pris esthétique comme Tóibín est presque inverse.
Il y a très peu de descriptions de New York, que ce soit Brooklyn ou au début de Long Island. On est vraiment focalisé sur le personnage, ce personnage et ses émotions, ses ressentis, ses silences, ses incompréhensions. Yeah, I mean, I think if you're going to write an intimate story, you had better know how the intimacy came about. And the Irish in New York is filled with irony and ambiguity. For example, most of the Irish who came in the 19th century, in the second half of the 19th century, they came from very small land, very small farms, and they were in agriculture. And it seems that most of them, on arriving in America, the men, wanted no more land, no more potatoes, no more turnips, no more cabbage. They wanted to be cops. They wanted to be firemen. They wanted to be barmen. They wanted city jobs in Boston, in New York, down to Philadelphia, where they would be indoors. The actual idea of being indoors for work was such a great idea. So that you first of all get that idea of people finding work, then finding work for each other, then setting up hierarchies within those organizations, such as the police, such as the fire service, and such, indeed, even in the clergy. But the other ironies then are that you have to maintain the idea that you're a victim, because that is what the whole idea was about, that you were victimized by the English, you were victimized by the famine, and now, even though you're rising in the world, all of you, that you're still victims. And of course, this is where the African Americans and the Irish begin to meet each other. There's a moment in 1963, after the March on Washington, when James Baldwin, the African American writer, arrives at the invitation of Robert Kennedy, who's the Attorney General. Kennedy just wants to know what's going on, but in knowing, he says to Baldwin, I think there could be a black president of America maybe in 40 years. And just thinks, we came here before you. You're just the Irish. Like, when did you come? What right have you to speak in this way? And there's always been that sort of, when Baldwin in a novel needs someone to beat up a black guy in Greenwich Village, there will always be an Irish guy who will do that. And Baldwin also grew really tired. There's an interview where people say to him, well, what about the Irish? They too were, and Baldwin just said, the Irish, the Irish, the Irish. I don't want to hear about them ever again. They're white. And so that the argument goes on, which I think for the novels I was writing, I have to know it. It may be mentioned once or twice, but if you don't know it, you're sort of writing in sort of apolitical books in a highly charged political situation where ethnicity and indeed changing New York are things that you can't, that if you're going to deal with them, you better know about them. And no matter what you do with the Irish situation, in New York, it's so slippery, it changes so much, but it is as though people live in two different minds, one where they're really becoming, like Joe Biden's mother is Irish, that they're rising. The Trumps, we don't have any Irish blood in any of the Trumps, that even no matter how high you're rising in the world, you're still singing ballads about how the British treated you or how much you miss home, even though you haven't been home for 3 or 4 generations. Oui, bon, j'ai voulu écrire des choses intimes, soit, mais il faut quand même connaître l'histoire des Irlandais à New York, et c'est chargé d'une certaine ironie et de quelque chose de l'ordre de l'ambiguïté. Je pense que dans la deuxième partie du 19e siècle, quand il y a énormément d'Irlandais qui sont arrivés à New York, c'était des hommes qui étaient des paysans, qui avaient des petites fermes, et quand ils sont venus à New York, ils ne souhaitaient plus travailler avec le chou, avec les navets, sur la ferme. Non, ça ne les intéressait pas. Ils voulaient travailler à la ville, ils voulaient travailler à l'intérieur, ils voulaient être barman, ou alors ils voulaient être flics, intégrer la police, ou les pompiers. Et ils sont venus pour travailler à l'intérieur. Ils en avaient assez de travailler à l'extérieur, dehors, par tous les temps. Et donc, quand ils sont venus, ils ont cherché du travail. Après, ils ont essayé d'aider ceux qui arrivaient après à trouver du travail, voire créer des hiérarchies même à l'intérieur de la police ou des pompiers. Et même chez les clergés aussi, il y a eu de nouveaux arrivants qui ont été intégrés petit à petit.
Et l'ironie de tout ça, c'est que malgré leur succès, il fallait que l'Irlandais continue à se voir en victime. Victime de l'anglais, victime de la famine. Et alors qu'ils montaient en société et qu'ils prenaient de la place, ils restaient quand même des victimes. Ils se présentaient comme ça. Et c'est là qu'on trouve une rencontre avec le noir américain et la culture noire. En 1963, après la marche sur Washington, James Baldwin est allé rencontrer Robert Kennedy, procureur à l'époque. Et Robert Kennedy lui a dit, mais moi je pense que d'ici 40 ans, peut-être qu'il y aura un noir président des États-Unis. Or évidemment, son frère était président, était d'origine irlandaise. Et Baldwin a dit, mais putain, vous êtes là depuis quoi? Depuis 40 ans, nous on est là depuis bien plus longtemps. Et pourquoi est-ce que nous on ne serait pas président maintenant? Baldwin a souvent dit, mais les Irlandais, il y en a marre, vous êtes blancs. Donc si j'écris une histoire intime, je dois quand même connaître ce canevas sur lequel l'histoire se brode. Et je pense qu'il y a ces deux points de vue qu'on peut avoir sur les Irlandais, les deux choses qui sont à l'esprit. La mère de Joe Biden est irlandais. Dieu merci, Trump n'est pas irlandais. Donc, on ne va pas se le payer, celui-là. Et quels que soient les succès, qu'on soit président ou la mère du président, l'Irlandais, de toute façon, va toujours chanter sa misère. Il va toujours chanter des ballades où il regrette son pays ou la nostalgie d'un pays qu'il n'a pas vu parfois depuis 2-3 générations. Est-ce que vous voulez réagir, Colson, ou... Oh yeah, I mean, tribal warfare is a fact of life in New York City. And part of the overlap with my book and Brooklyn is that I'm talking about a neighborhood, Harlem, which is a lot of people's first birth when they come to the United States. And so in the 1850s, Harlem was farmland, there was nothing. In the later part of the century, they started building tenements, townhouses, for a population that does not exist yet. And that population comes in the form of white immigrants, Irish, Italians, Germans, Jews, who are coming to make their new start in the world, and they're starting in Harlem. Oui, ben, les guerres tribales, hein, on connaît, elles sont pleines de... Elles sont dans mon livre aussi. En fait, Harlem, c'est le premier endroit où les nouveaux immigrants atterrissaient dans les années 1850. 1850, Harlem, c'était encore des terres agricoles. Et puis, c'est là-dessus qu'ont été construits l'équivalent des premiers HLM. Et puis, ça a été construit, en fait, pour une population qui n'était pas encore là. Et cette population est arrivée par la suite, c'était des immigrants irlandais, c'était des immigrants italiens, allemands, juifs, et ils sont arrivés d'abord à Harlem. And then they enter the middle class and become white in the sense that we understand whiteness now in America, and move downtown and move to Long Island, and a new population comes in the 19-teens, and it's black folks from the South moving to the North to escape Jim Crow, racial segregation. And they start the journey, and they're staying in the same townhouses and tenements and brownstones that the white immigrants lived in. Another wave happens of Latinos from Puerto Rico, Dominican Republic, and they're moving in and they're taking the spots. There's this great churn, which I love in New York City, churn, exchange of energies. People are coming in, replacing each other, replenishing each other. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens qui étaient arrivés comme nouveaux immigrants à Harlem ont peu à peu acquis un peu de richesse et sont devenus la classe moyenne et sont devenus ce qu'on appelle aujourd'hui les Blancs. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la conscience de faire partie d'une classe, entre guillemets, blanche. Ils le sont devenus par la suite. Et dans les années 1900, au début de 1900, ces gens qui avaient quitté déjà Harlem ont été remplacés par les Noirs du Sud qui montaient vers le Nord pour échapper à Jim Crow, c'est-à-dire à échapper au racisme anti-noir qui sévissait dans le Sud. Et ils ont vécu dans les mêmes maisons où ont habité précédemment les premiers immigrants.
les mêmes HLM, les mêmes maisons en briques marron, les brown houses. Et puis, ils ont été remplacés au fur et à mesure par des latinos, c'est-à-dire les immigrants qui venaient d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et c'est ce que j'aime au sujet de ma ville, c'est ce grand moulin, si vous voulez, qui tourne sans cesse, et ce grand remplacement de population les unes après les autres. And the final step in this process is that the great-great-grandkids of those Irish, Italian, and German immigrants who've dispersed all across America, the Midwest, they're moving to a gentrified Harlem, and they're 20-something white kids who are living in the same apartments that their ancestors toiled in. En fait, ce qui est marrant, c'est que de nos jours, les arrière-petits-enfants de ces immigrants qui avaient déjà leur place dans la société, qui vivaient tout à travers les États-Unis, reviennent vers un Harlem gentrifié, et retrouvent les appartements où leurs arrière-grands-parents avaient vécu, des jeunes d'une vingtaine d'années. L'immobilier, c'est un des thèmes de Harlem Shuffle et de Krug Manifesto, la règle du crime. Parce qu'effectivement, le désir d'ascendance sociale que vous prêtez au personnage de Ray Carney s'incarne notamment dans le rêve de déménager, de franchir certaines rues qui sont comme des limites symboliques et qui nous parlent aussi de la géographie effectivement de New York. Sure, there's black New York, white New York, there are the beautiful blocks of the black bourgeoisie, Strivers Road in Harlem, and a few blocks away, housing projects, and we're all mixed together. Real estate is important. I guess part of my personality is in Ray Carney, my main character, because for a lot of the time in my life I thought that if I could just get a better apartment, I would be fixed somehow. If I was on a better block, had more southern exposure, was in a better neighborhood, I might actually be happy or something. En fait, oui, il y a une séparation des quartiers entre blancs, noirs. Il y a les quartiers où il y a la bourgeoisie noire, et à quelques rues de distance, eh ben c'est à nouveau les HLM, les habitations pour la population beaucoup plus pauvre. Et c'est ce mélange qui m'intéresse. Et moi, tout comme Ray, mon personnage dans mes livres, je pensais qu'en déménageant, j'acquerrais une nouvelle situation sociale. Je pensais aussi à déménager, à pouvoir me fixer ailleurs, aller vers des quartiers où j'aurais plus de soleil, par exemple. The same way I thought that if I wrote books, I would be fixed. Once I finished this next book, I would be made whole or something. But it turns out you can move to a better apartment and you're still the same broken thing. And you can finish the book and make it to the finish line and you're still the weirdo you were before who's unhappy and desperate. Bref, je pensais qu'en déménageant, ou alors en écrivant tel ou tel livre, je me transformerais, je deviendrais quelqu'un d'autre, je deviendrais vraiment quelqu'un de plus établi. Puis finalement, en terminant les bouquins, on se rend compte qu'on est la même patate qu'avant, quoi. Cantal Bean, je ne sais pas si votre héroïne rêve de se transformer en américaine, peut-être que vous pourrez nous le dire. En tout cas, quand elle retourne en Irlande, elle est regardée différemment par les gens qu'elle a quittés, notamment dans le deuxième volume, elle les a quand même quittés une vingtaine d'années plus tôt. Et c'est comme si elle était changée, elle n'a pas le même teint, elle n'a pas les mêmes vêtements, elle a subi une métamorphose dont elle va prendre conscience, mais où elle prend conscience dans le regard des autres. No, I mean, in Ireland, so many people have not only gone to America or England or Australia, but have come home. So there's always that sense of people coming in and out. But the big moment, and everyone in Ireland recognises this who has lived in America, is if you are in New York, you're living in New York, or you're flying home from New York, and you go out to the airport, JFK, and you're just worrying about your ticket or your visa, or, and you suddenly see, it's now, I think it's Terminal 7, it was Terminal 5, you see the Irish.
And there they are, they're all sitting together. Some of them look slightly afraid. They worry about things. But are they in the official place? Is the right plane? And some of them will say, instead of saying, like in America you say, for example, you have a coffee. Is it to stay or to go? It's very frightening. So Irish people say, no, I'd like it here. I'd like to have it here. What do you mean, stay or go? And Irish people, you never know how to answer that. And the thing is, once I'm 1 minute, or even half a minute, with the Irish, I'm more Irish than I've ever been in my life. I just love looking at the faces. I feel home. I want to say to people, no, I'll just have the coffee here. Or, look, do you mind if I sit here? I mean, the place is empty. There's no one sitting there. Do you mind if I sit here? And someone Irish says, no, it's fine. And then they say, where are you from? And I say, I'm from Wexford. Oh, what part of Wexford? And then the air hostesses appear, the Irish air hostesses, the air crew. And they're just so great. They're saying to us all, would you like another blanket? And it's honestly, for about 2 hours, every time I go home, I'm more Irish than I've ever been. I then recover from that when I get home. And I want to go back to America as soon as I can. But I get 2 hours of pure, I don't know what, pure, the funny, false feeling of being home that fades quickly, but it's real. And everyone in Ireland knows what I'm talking about. We all feel it. No, you can sit here. No, there's no one here. And they even look worried as they say no one here in case somebody would arrest them or say something to them or send them home. Or anyway, it's a strange, the coming and going for all of us. Even people who just go on their holidays to the Canary Islands. It's a sort of strange process. Voyages effectivement qui se font entre l'Irlande et les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie. Il y a toujours du va-et-vient. Constamment, c'est un brassage d'Irlandais. Et si un Irlandais se trouve à New York et il veut se rendre en Irlande, il va aller à l'aéroport, JFK, et puis tous les gens se demandent est-ce que j'ai le bon visa, est-ce que j'ai mon billet, est-ce que j'ai mon passeport, il va chercher, il va au terminal 7, je crois que c'est là que ça se passe maintenant. Alors les Irlandais, on les reconnaît, parce qu'ils se regroupent et ils sont là, assis, ils sont un peu peureux, ils sont timorés, ils se demandent s'ils sont au bon endroit, est-ce que c'est vraiment ça l'avion, est-ce qu'ils ont trouvé la bonne place pour s'asseoir, ils vont chercher un café, on leur demande c'est à emporter ou sur place? Je sais pas. Ici, non, je veux boire mon café ici. Ils savent pas répondre. Ils savent pas ce qu'il faut dire. Ils se demandent est-ce que je dois le boire ici? Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce qu'il y a une place? Même s'il n'y a personne dans le café, ils vont demander s'ils peuvent s'asseoir, si là c'est la bonne place. Et puis quelqu'un d'autre va leur dire si, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous mettre là. Après, ils vont discuter. D'où venez-vous? Ah, je viens de Wexford. Ah, où dans Wexford? Et alors la discussion s'enchaîne sur Wexford et le comté et ce qui se passe. Et ça peut durer 2 heures, le temps qu'on attend l'avion. Je me trouve donc entourée de ces Irlandais et je me sens chez moi. Je me sens pleinement irlandais. Une fois que j'arrive en Irlande, ça disparaît. Et en fait, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais avec ce va-et-vient, je pense que chaque Irlandais peut se reconnaître. C'est dans le voyage et le fait de voyager et de bouger, on se retrouve et on retrouve notre âme irlandaise. Vos deux fois deux romans, puisqu'on peut considérer presque Brooklyn et Long Island comme un diptyque. Vos deux romans, comme les vôtres, nous plongent dans un passé assez récent, mais un passé néanmoins, les années 60, 70, 50, 60, 70. Est-ce que quand on écrit sur quelque chose qui s'est produit il y a 50 ans sur le passé, est-ce qu'on parle quand même aussi, toujours, on a quelque chose à dire néanmoins du présent à travers cette description du passé? It's very difficult if you're not American to write American dialogue. You know, if I tried to write American dialogue, he would say, oh my Lord, we've never said that in our life. The words, you know, you'd see some TV program, or you think you have a good ear for dialogue. I just wouldn't like to try, and I hope you encourage me not to try, because, you know, trying to pretend you're an American if you're not, you get caught really quickly. You call
you just get a word, so you say the icebox. We never say icebox. We say, I don't know what you say. All those words, I just don't know how to do American dialogue, so I don't know what to do. Je pense que pour quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis, il est très difficile d'écrire, par exemple, des dialogues contemporains. Moi, jamais je voudrais m'essayer à ça. Je pense que si j'écrivais un dialogue, Colson dirait tout de suite, mais non, ça sonne faux, c'est pas américain, donc je ne me sais pas. Ça. Il peut y avoir des mots tout simples, comme est-ce qu'on dit frigo ou frigidaire, je ne sais pas. Mais je ne trouverai jamais le bon temps pour reproduire un dialogue américain. Vous l'encouragez à écrire des dialogues ou pas? That's a free country, yeah. C'est un pays libre, hein, vas-y. But I think I'm describing, it is 50s Harlem, 60s Harlem, but I really think of it just as New York in general, and that overlaps with any kind of big city, whether it's Paris or London, so that the scenes on the subway are the same kind of manic energy in the London Tube and the Paris Metro. I think the main character is recognizable in his weaknesses and his strengths and his fears. And the atmosphere of the city at night from 1 a.m. to 2 a.m. is the same in New York and in Paris, any big city. So I'm always drawing upon what I know to draw the past. Les années 50, 60 à Harlem, je pense qu'on peut retrouver la même chose. On pourrait retrouver la même chose à Paris, à Londres et ailleurs. Si vous êtes dans le métro, vous trouvez la même énergie complètement dingue, que ce soit à Londres ou à Paris ou ailleurs. Et les héros, ils ont les mêmes forces, ils ont les mêmes faiblesses. Et en fait, l'atmosphère qui règne à New York entre 1h et 2h du matin, on retrouve grosso modo la même à Paris ou ailleurs. Dans un autre registre de questions, je me disais que New York a inspiré énormément d'artistes et d'écrivains. Écrire sur New York, c'est écrire sur tout sauf un sujet vierge. Est-ce que toutes ces pages et ces livres qui ont été écrits sur New York avant vous, est-ce que ça existe dans votre travail d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous êtes en conversation avec tout ce corpus de romans et de récits autour de New York? When I was writing the Colossus of New York, my book of essays about the city, I was cognizant of the fact that many people have written about New York. And I told myself something that was useful when I was writing The Underground Railroad. Quand j'ai écrit Le Colosse de New York, ce recueil de nouvelles sur New York, j'étais évidemment tout à fait au fait de ce qui était écrit précédemment. Et alors, ensuite, lorsque j'ai écrit Underground Railway, le livre, I thought I would read all these books novels about slavery to see how other people dealt with the subject. So I went back to Toni Morrison's Beloved, and I got 30 pages in, and I was like, fuck, I'm screwed, it's Toni Morrison. You can't outdo Toni Morrison. But no matter what you're writing about, whether it's New York City, or slavery, or war, someone smarter and more talented than you has already done it. So you might as well not worry about it. Trust in your own distinctiveness, that you have something new to bring, and not worry about all those marvelous people who've outdone you before you even started. Quand j'ai écrit sur ce roman, sur Underground Railroad, je me suis dit, je vais me renseigner sur l'esclavage. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Toni Morrison et j'ai commencé à lire, et puis arrivé au bout d'une dizaine de pages, j'ai dit, putain, je vais où là? Elle est nettement mieux que moi, qu'est-ce que je cherche là-dedans là? Et puis, même chose, quel que soit le sujet que vous abordiez, que ce soit New York, que ce soit l'esclavage, que ce soit la guerre, il y a des gens merveilleux qui ont écrit bien mieux que vous sur ces sujets. Alors à quoi ça sert? Autant croire en ce que vous êtes, croire en votre différence et aller de l'avant. Can you write about war better than Homer? Probably not, but you can describe your war. Est-ce que vous pouvez faire mieux que Homère pour décrire la guerre? Probablement pas. Alors,
autant aller de l'avant et puis décrire non pas la guerre, mais votre guerre. J'avais la même question pour vous, Colm Tóibín. Qu'est-ce que, voilà, quand on écrit, est-ce qu'on écrit accompagné par toute cette littérature antérieure, ou est-ce que voilà, on s'en affranchit pour écrire seul? Yeah, I'm interested in what Colson said about the city renewing itself, replenishing and churning. And you can certainly see that in Harlem now, the way in which it's being gentrified and the way in which Columbia University is slowly just moving up and taking it over. But there's a part of New York that I think is new, and that's the central part of Manhattan, which is now dead. And that the Plaza Hotel, one of the great monuments, was made into apartments. It's no longer a hotel, but the people who bought the apartments didn't need them. They just wanted them. I mean, they had somewhere to live. They were in Florida or somewhere. They just thought it'd be a good thing to buy them, and they're empty. So if you look up at night at the hotel, there's not a light on. It's meant to be really dangerous. If you're in the corridor, you could be murdered and no one would find you for days because it's now an apartment block. And so there's a whole sense, for example, there's a play opening, a version or a production of Othello next year on Broadway. And it's got Denzel Washington and it's got Jake Gyllenhaal. And you think, wow, this is going to be great, it's on Broadway. And booking has opened. Just go online and look and try and buy one ticket. One ticket is $700. And people are going to pay that. So who's going to pay that? And whatever way money is moving, how much money people have, that idea, if you live on the Upper East Side now, in one of those little townhouses made into 4 apartments, and the top apartment leaks in the winter, no one, and there's no doorman, it's one of those buildings, no one knows who owns these apartments, no one has keys for them, they're all empty. And so that idea of a ghost city of the rich that people deliver to strangely, that the restaurants now, after the pandemic, close, the kitchens close. The kitchen closes at what, 8:30 in those places. So I think there's a novel waiting, you know, it's called the Empty, I don't know, that's a terrible title, The Empty City, but you know what I'm talking about. Intéressée par ce que dit Colson sur la ville qui se renouvelle. Effectivement, Harlem est en pleine gentrification. On voit l'université de Columbie qui s'étale et qui prend de plus en plus de place. Mais moi, je suis particulièrement intéressée par un quartier qui est le centre de Manhattan, qui est mort maintenant. La Plaza Hotel, si célèbre, n'est plus un hôtel. Maintenant, ça a été transformé en appartement. Mais ce sont des appartements qui ont été achetés par des personnes qui n'en avaient pas besoin. Ils n'y habitent pas, je ne sais pas où ils habitent, en Floride peut-être, mais les appartements sont vides. Vous passez devant et il n'y a aucune lumière dans les fenêtres. C'est un lieu très dangereux à mon sens parce que vous pourriez mourir dans un de ces couloirs et on ne vous trouverait pas avant des mois et des mois. Il y a une pièce d'Othello, une production de la pièce d'Othello qui va se produire bientôt à Broadway avec Denzel Washington et Jake Gyllenhaal. Et ça m'intéressait, alors je suis allée en ligne pour acheter des billets et j'ai vu qu'un billet, un seul, coûte $700. Qui est-ce qui peut se permettre d'acheter un billet de théâtre à ce prix-là? Et je crois qu'il y a des quartiers aussi de l'Est, de Manhattan, où il y a ces grands bâtiments qui étaient autrefois des maisons, des hôtels particuliers, qui ont été divisés en appartements. Les gens ne se connaissent pas, on ne sait pas à qui appartient l'appartement, personne n'a la clé de rien. On ne sait pas qui est-ce qui doit y être. Et je crois qu'il y a quelque chose de romanesque qui pourrait se dessiner ici. Cette ville fantôme des riches. On voit où les restaurants ferment la cuisine à 20h30. Et j'aimerais bien travailler sur cette idée pour un roman, je pense. La ville fantôme des riches. On espère qu'on le lira, ce livre. On arrive au terme de cette rencontre. Vous allez pouvoir retrouver Colm Tóibín et Colson Whitehead au Salon du Livre où ils vont signer. Merci beaucoup, Colm Tóibín. Merci, Grace.